le fauteuil. Je le sens encore sous mes mains, le cuir si lisse, si froid, si riche. Mes doigts s'agrippaient au bois d'acajou, juste là où j'imagine les mains de mon père reposer d'habitude. Julien, enfin. Ce nom sonnait encore étrangement dans ma bouche, comme un mot nouveau qu'on essaye de prononcer pour la première fois. Il m'avait désigné du regard. Le sien, ce regard d'acier qui aurait pu fendre une montagne, s'était adouci, juste pour moi. « Assieds-toi », avait-il dit. Pas une question, une invitation, un ordre enveloppé de tendresse. Une contradiction à lui tout seul. Et moi, Marie Dubois, serveuse il y a à peine quelques heures, j'étais assise à la table du conseil d'administration des industries Dupont. Folie pure. Comment j'en étais arrivé là? C'est une question que je me pose encore, souvent, les nuits sans sommeil. Mon cerveau tourne à plein régime, essayant de recoller les morceaux de ces dernières 48 heures qui ont bouleversé ma vie entière. Tout s'est passé si vite. C'était un tourbillon, un ouragan de révélations et de chaos. Si on m'avait dit ça il y a une semaine, j'aurais ri. J'aurais juste ri nerveusement, parce que ma vie, jusqu'ici, c'était le métro, le boulot, les factures et l'odeur persistante du détergent. Pas les salles de réunion en verre perchées au 80e étage, avec Paris étalé sous mes pieds comme un jouet. Le début, le vrai début de ce cauchemar ou de ce conte de fées, ça dépend des jours. Je pense que c'était mardi dernier. Où était-ce mercredi? Honnêtement, les jours se sont mélangés. Peu importe, la tension était palpable déjà. L'air dans la cuisine de l'hôtel Le Grand Louvre était épais de vapeur de graisse, de chuchotis stressés et de la sueur froide qui perlait sur mes tempes. J'avais 24 ans, mais le miroir dans le vestiaire du personnel me renvoyait l'image d'une femme de 30, fatiguée jusqu'à l'os. Mes cheveux blonds étaient tirés si fort en arrière qu'ils me donnaient mal à la tête, serrés dans une résille noire qui me semblait être une camisole de force. Les cernes sous mes yeux, je les masquais avec un anti-cerne bon marché qui commençait déjà à couler, trahissant l'humidité infernale de la cuisine. J'ai ajusté mon badge Marie en m'assurant qu'il était parfaitement droit. Ici, dans l'univers impitoyable de l'hôtellerie de luxe, le moindre faux pas, la moindre imperfection était un péché mortel. Un péché que Pierre G. ne me pardonnerait jamais. « Dubois, tu te bouges !» La voix de Pierre a claqué comme un coup de fouet derrière moi. J'ai tressailli, me retournant pour le voir arriver comme une tornade. Pierre était le maître d'hôtel des banquets, un homme qui portait son autorité comme un costume mal ajusté. Petit, les cheveux gominés qui brillaient comme s'ils étaient constamment mouillés, il sentait éternellement la menthe poivrée et la sueur nerveuse. Il me haïssait. Il me l'avait fait comprendre dès mon premier jour, quand j'avais refusé de rire à sa blague graveleuse sur un client de la chambre 402. À partir de ce jour, j'étais sa bête noire, sa cible favorite. « Je suis prête, monsieur G », ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré le nœud qui se serrait dans mon estomac. Mon uniforme est repassé. Je suis assigné à la section bleue, n'est-ce que bon? Pierre a ricané, me toisant de haut en bas avec un dédain qui me donnait des frissons. Les plans ont changé. Tu es à l'étage VIP ce soir. Table 1 à 4. Mes yeux se sont écarquillés. L'étage VIP, mais c'était généralement le personnel le plus expérimenté, les anciens qui avaient ce privilège. Ne te flatte pas, Dubois, a claqué Pierre, faisant défiler son iPad sans me regarder. Sophie est malade, sans doute une gueule de bois. Tu es la seule à faire la bonne taille d'uniforme. Ne me fais pas honte. Ce soir, ce n'est pas qu'un simple dîner de charité. C'est le gala des industries Dupont. Julien Dupont est déjà dans l'immeuble. Un frisson m'a parcouru. Julien Dupont. Ce nom était légendaire à Paris. Il n'était pas juste un milliardaire. Il était une institution. Immobilier, technologie, transport. Les industries Dupont avaient des intérêts partout. On le connaissait pour être reclus, impitoyable en affaires et incroyablement secret.
La rumeur disait qu'il n'avait pas souri en public depuis la mort de sa femme dans un accident d'avion il y a 15 ans. C'était une figure quasi mythique, une ombre influente. Je ne vous décevrai pas, ai-je murmuré. Tu as intérêt, a grogné Pierre, se rapprochant, envahissant mon espace personnel. Parce que si tu laisses tomber ne serait-ce qu'une cuillère, je ne vais pas juste te virer, Marie. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Je connais ta situation. Je connais tes dettes médicales. Je me suis raidi. Je n'avais parlé à personne au travail de ma grand-mère. Juliette. Juliette était ma seule famille, ce qui me restait. Elle était actuellement dans une maison de retraite à Montreuil, luttant contre une démence avancée. Les factures, elles me noyaient. J'avais 3 mois de retard de loyer pour notre minuscule appartement de la banlieue, et l'établissement menaçait de la renvoyer si je ne trouvais pas 5 000 € d'ici vendredi. Aujourd'hui, c'était jeudi. La pression était insoutenable. Je serais parfaite, et je chuchotai, serrant mon plateau. « Vas-y !» a sifflé Pierre. En traversant les lourdes portes battantes de la salle de bal, le bruit de la cuisine s'est estompé, remplacé par le doux murmure d'un quatuor à cordes. La salle était à couper le souffle. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Les tables étaient drapées de soie, dressées avec de l'argenterie qui coûtait plus que ce que je gagnais en une année. J'ai commencé mes préparatifs, polissant des verres déjà impeccables. Je gardais la tête baissée. La première règle du service. Être invisible. Tu n'es pas une personne, tu es une paire de mains. Mais ce soir-là, l'invisibilité serait impossible. Parce que Pierre G. ne prévoyait pas seulement de gérer le service. Il prévoyait de faire de moi un exemple. J'en avais le pressentiment, une boule d'angoisse froide au creux du ventre. Le silence retentissait dans la salle de conférence, ce silence assourdissant qui suit une explosion. Jean-Luc Dumas était là, au bout de la table, pâle comme un linge, le regard fuyant. Je n'avais jamais vu un homme si sûr de lui se décomposer aussi vite. C'est marrant, non? Ces gens-là, ils pensent tout contrôler tout le temps. Et puis d'un coup, leur certitude s'effondre. Ce n'est pas très élégant, mais en ce moment, je me moquais de l'élégance. Tout le monde nous regardait, Julien et moi. Je me sentais bizarre dans ce tailleur blanc piqué dans son vestiaire d'urgence, mes cheveux détachés pour une fois. Hier encore, je sentais le désinfectant et la peur. Aujourd'hui, je sentais l'effervescence, l'adrénaline, et une pointe de colère froide qui montait dans moi. Ces gens qui siégeaient autour de cette table, ils n'avaient aucune idée de la réalité que je vivais. Leurs problèmes étaient des virgules dans un compte en banque. Les miens, des pointes d'interrogation sur ma survie. Et ensuite, la voix de Julien avait retenti, froide comme la pierre tombale. Vous monterez dans cette voiture avec les gentils agents fédéraux qui arrivent là, tout de suite. La ruelle où nous étions était balayée par les lumières bleues et rouges. Des sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fort. Le FBI, enfin la Gendarmerie nationale pour être exact, venait d'arriver. Pierre avait gémi. « Je vais en prison. Pour espionnage industriel, extorsion, agression et complot, avait énuméré Julien, chaque mot sonnant comme un coup de marteau. Vous aurez de la chance si vous revoyez le soleil dans 10 ans. Mais si vous témoignez contre Dumas, si vous nous donnez tout, peut-être que vous n'en ferez que 5. Les agents avaient envahi le tarmac, armes au poing, criant des ordres. Pierre avait été menotté, lu ses droits et poussé à l'arrière d'une voiture de fonction. Je l'avais regardé s'éloigner, ce petit homme minable qui avait gâché mes nuits pendant des mois, et un sentiment étrange m'avait envahi. Ce n'était pas de la joie pure, non. Plus une sorte d'étrange justice, comme si l'univers avait enfin corrigé le tir. Julien s'était tourné vers moi. L'adrénaline commençait à retomber, remplacée par une profonde fatigue, une fatigue douce. Mais en regardant au-delà de la piste, il avait vu le ciel commencer à s'éclaircir. Une tache de violet et d'orange saignait sur l'horizon parisien au loin.
La réunion du conseil est à 9 heures, avait dit Julien en ajustant ses poignettes de chemise. Jean-Luc Dumas sera là. Il pense qu'il est sur le point de me destituer de mon poste de PDG à cause de ce scandale. Il pense qu'il a gagné la guerre avant même que je n'arrive sur le champ de bataille. Julien m'avait tendu son bras. C'était un geste de galanterie à l'ancienne, mais aussi une invitation à une nouvelle vie. Il pense que je viens seul, brisé et déshonoré, avait-il dit, une lumière féroce revenant dans ses yeux. Allons lui montrer exactement à qui il a affaire. J'avais pris son bras. J'avais regardé l'avion privé qui avait failli emporter Pierre loin de la justice, puis j'avais jeté un œil à cette ville qui m'avait broyé et recraché tant de fois. Je n'avais plus peur. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était sûre. Cette peur constante qui me rongeait depuis si longtemps, elle était partie. Volatilisée. « Je suis prête », avais-je dit. Julien avait fait un signe de tête au chauffeur. « À la tour, nous avons une garde-robe à piller et une entreprise à sauver. Cette nuit-là, c'est fou comme une seule nuit peut tout changer. Et même si on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parfois les apparences sont tout ce qu'on a. Croyez-vous que le destin existe? Qu'il y a des moments où tout s'aligne, où les pièces du puzzle, même les plus éparses et les plus oubliées, finissent par trouver leur place? C'est le genre de question que je me posais en silence, assise à cette table. Le vol pour le Bourget avait été étrange. Assise dans les sièges en cuir moelleux du Maybach blindé de Julien, toujours dans mon uniforme taché, mais maintenant sous sa veste de smoking trop grande, je tenais un verre d'eau pétillante, ma main tremblant légèrement. Julien était assis en face de moi, les yeux fixés sur moi, comme s'il craignait que je ne m'évapore si jamais il clignait des yeux. « Pourquoi est-ce qu'elle est partie ?» avais-je demandé, brisant le silence. La question me brûlait la gorge depuis des heures. Julien avait regardé par la fenêtre teintée les lumières de la ville qui défilaient, floues. « J'étais jeune », avait-il commencé, sa voix rauque, et j'étais ambitieux. Mon père, ton grand-père, était un homme cruel. Il a bâti cette entreprise sur le sang et l'intimidation. Quand j'ai épousé Geneviève, une artiste sans fortune, sans rien, il l'a menacée. Julien avait serré les poings. Il lui a dit que si elle restait, il me détruirait. Il me couperait les vivres, ruinerait ma réputation et ferait en sorte que je finisse en prison pour des crimes qu'il avait commis. Il lui a dit que le seul moyen de me sauver était de disparaître. Il m'avait regardé. Je suis rentré un jour et elle était partie. Une note disait qu'elle ne m'aimait plus. Je savais que c'était un mensonge, mais je n'ai pas pu la trouver. J'ai dépensé des millions pour des détectives privés, mais Geneviève, elle était intelligente. Elle savait comment se cacher. J'ai supposé que mon père l'avait fait tuer. Quand il est mort il y a 10 ans, je n'ai rien trouvé dans ses dossiers. Elle ne t'a jamais arrêté d'aimer, avais-je dit doucement. Elle parlait de toi, mais elle n'utilisait jamais ton nom. Elle t'appelait l'Étoile du Nord. Elle disait que tu étais trop brillant pour que nous puissions t'approcher sans nous brûler. Julien avait essuyé une larme. Et Juliette, c'est qui? C'était notre voisine quand nous avons déménagé en banlieue, avais-je expliqué. Quand maman est tombée malade, un cancer, Juliette s'est occupée d'elle. Et quand maman est morte, Juliette m'a recueilli. Elle a fait 3 boulots pour me nourrir. C'est la seule mère que j'ai vraiment connue ces 10 dernières années. La voiture s'était arrêtée devant un immeuble en briques délabré à Montreuil. L'enseigne au-dessus de la porte disait « Résidence pour Seigneur les Magnolias », mais la moitié des lettres étaient grillées. Julien était sorti, ses chaussures impeccables claquant sur le trottoir fissuré. Son équipe de sécurité, qui les avait suivis dans un SUV, s'était immédiatement positionnée autour de nous. Nous étions entrés dans le hall. Ça sentait l'eau de Javel et le désespoir. La réceptionniste, une femme blasée mâchant du chewing-gum, avait levé les yeux et avait failli l'avaler en voyant le milliardaire en smoking et son entourage. « Nous sommes là pour voir Juliette Martin », avait annoncé Julien. « Les heures de visite sont terminées », avait dit la femme automatiquement.
Puis elle s'était arrêtée quand l'un des gardes de Julien avait posé une lourde carte noire sur le comptoir. « Nous ne sommes pas des visiteurs, » avait dit Julien. « Je la transfère. »« Vous ne pouvez pas juste... » « Je viens d'acheter la dette qu'elle doit, » avait dit Julien, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Et je suis prêt à acheter cet immeuble et à virer tout le monde si vous n'ouvrez pas la porte dans les 10 secondes. » La porte avait bourdonné, s'ouvrant. Nous nous étions précipités dans le couloir jusqu'à la chambre trop tabée. C'était une petite pièce à la peinture écaillée. Sur le lit, une femme fragile aux cheveux blancs clairsemés était allongée. Elle semblait petite, rapetissée par l'âge et la maladie. Je m'étais précipité à son chevet. « Juliette, c'est Marie. » La vieille femme s'était agitée. Ses yeux s'étaient ouverts. Ils étaient troubles, brouillés par la cataracte et la confusion. « Marie, tu as apporté la soupe? »« Non, Juliette, » avais-je sangloté, lui tenant la main. « J'ai apporté de l'aide. » Julien était entré dans la pièce. Au moment où Juliette l'avait vu, son attitude avait changé. Le brouillard de la démence semblait se dissiper pendant une brève, miraculeuse seconde. Ses yeux s'étaient écarquillés, se fixant sur l'homme aux cheveux argentés en smoking. « Monsieur Dupont, » avait-elle dit, d'une voix rauque. J'avais reculé, choqué. « Vous le connaissez? » Julien s'était rapproché, louchant sur la vieille femme. Il ne la reconnaissait pas. « Vous ne vous souvenez pas de moi, » avait murmuré Juliette, sa voix rauque. « Je n'étais pas votre voisine, Marie. J'étais la femme de ménage. » Julien avait haleté. « Juliette, la femme de ménage de la propriété en Provence. »« Votre père m'a payé, » avait sifflé Juliette, serrant ma main avec force. « Il m'a payé pour chasser Geneviève, pour qu'elle ne revienne jamais. Il m'a payé pour la surveiller, pour m'assurer qu'elle ne vous appelle pas. » La pièce était restée silencieuse. J'avais retiré ma main, horrifié. « Quoi? J'ai pris l'argent, » avait confessé Juliette, des larmes coulant de ses yeux. « J'en avais besoin, mais je ne pouvais pas la laisser. J'ai vu combien elle vous aimait. Et quand elle est tombée malade, je n'ai pas pu juste la regarder mourir. Je lui ai promis de protéger Marie de votre père. C'est pourquoi nous nous sommes cachés. Pas de vous, Julien, de votre père. »« Mon père est mort depuis 10 ans, » avait dit Julien, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de soulagement. « Nous ne savions pas, » avait murmuré Juliette. « Nous ne savions pas. » Je m'étais levé, tiraillé. Cette femme avait été payée pour me garder caché, pour m'éloigner de mon père. Mais elle avait aussi essuyé mes larmes, m'avait nourri et m'avait aimé quand personne d'autre ne l'avait fait. « J'ai 5 000 € à payer, » avait marmonné Juliette, retombant dans la confusion. « Ils vont me mettre à la rue. » Julien avait regardé la femme fragile. Il aurait pu la haïr. Elle était la geôlière qui avait éloigné sa famille, mais elle était aussi la sauveuse qui avait gardé sa fille en vie. « Personne n'ira à la rue, » avait dit Julien fermement. Il avait regardé son chef de la sécurité. « Appelez le transport médical. Préparez l'hélicoptère. Elle vient à l'appartement terrasse. Nous avons les meilleurs médecins du monde en permanence. Faites-les monter. »« Papa !» avais-je dit, le mot se sentant étrange sur ma langue. « Elle nous a menti. »« Oui, » avait dit Julien, posant une main sur mon épaule. « Mais elle t'a gardé en sécurité et elle a gardé le bracelet. Si elle ne t'avait pas donné ce bracelet, je ne t'aurais jamais trouvé. » Il avait regardé la vieille femme. « Nous réglerons le passé plus tard. Ce soir, nous survivons. » Alors que les ambulanciers arrivaient pour déplacer Juliette, le téléphone de Julien avait vibré. C'était son avocat. « Monsieur Dupont », la voix de l'avocat était minuscule au haut-parleur. « J'ai des nouvelles troublantes. J'ai récupéré les dossiers d'emploi de Pierre G. pour le licenciement. Il s'avère qu'il ne faisait pas que détourner des pourboires. »« Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé Julien, ses yeux se rétrécissant. « Il a été sur une liste de paye ces 5 dernières années qui n'est pas la nôtre, » avait dit l'avocat. « Il recevait des paiements mensuels d'une société écran enregistrée au nom de Jean-Luc Dumas. » Julien s'était figé.
Jean-Luc Dumas, son plus grand rival, l'homme qui avait essayé d'acquérir les industries Dupont depuis une décennie. Pourquoi Dumas paierait-il un maître d'hôtel? Avais-je demandé, voyant l'expression sur le visage de mon père. Parce que, avait réalisé Julien, une froide terreur s'installant dans son estomac. Pierre n'était pas juste un mauvais gérant, c'était un espion, et ce soir n'était pas qu'un dîner. Dumas savait que je venais. L'incident, la scène, tout a été orchestré pour provoquer un scandale. Il voulait me filmer en train de perdre mon calme pour faire chuter le cours de l'action avant le vote de fusion la semaine prochaine. Julien m'avait regardé. Ils ont essayé de t'utiliser comme une arme contre moi, mais ils viennent de me donner la seule chose qui me rend invincible. Il avait de nouveau composé un numéro de téléphone. Verrouillez l'appartement terrasse et trouvez Pierre G. Ne le laissez pas quitter la ville. La donne a changé. Le tableau sur l'écran géant, celui qui recouvrait tout le mur nord de la salle de conférence, montrait la vidéo virale. Celle où j'étais tombé, où tout le chaos avait commencé. Mon visage était une image floue de panique. Je revoyais les flashs de ce moment, comme des clichés figés par la peur. Pierre, cet homme si petit et mesquin, avait l'habitude de se tenir comme une ombre, d'apparaître et de disparaître à sa guise. Ce soir-là, enfin, la nuit dernière, je me suis toujours pas sûr du décalage horaire avec la réalité. Il m'avait piégé et je le savais. J'avais senti sa présence, ce genre de malaise que seules certaines personnes peuvent provoquer. En passant devant ce pilier de service, je n'avais rien vu. Non, j'avais rien vu du tout. Mais j'avais senti que son pied n'était pas là par hasard. Ce n'était pas un accident. C'était un geste précis, calculé. Pierre s'était positionné parfaitement dans mon angle mort, faisant semblant de vérifier un plan de table. Alors que je passais, il avait tendu sa chaussure noire polie de quelques centimètres. C'était suffisant. J'avais trébuché. J'avais essayé de me rétablir, désespéré de sauver le plateau, le travail d'une soirée, peut-être de ma vie. J'avais tordu mon corps, mais l'élan était trop fort. J'étais tombé lourdement sur mes genoux. Le plateau avait volé de mes mains. Crash! Le bruit avait été comme un coup de feu dans l'élégante salle. 5 dômes au chocolat et un bol de sauce framboise rouge vif avaient explosé sur le sol. Mais ce n'était pas le pire. La trajectoire de la sauce avait été catastrophique. Une vague de liquide rouge avait éclaboussé l'ourlet d'une robe blanche portée par la femme du sénateur à la table 1, et une éclaboussure significative avait atterri sur les chaussures en cuir poli de Julien Dupont. La salle était devenue silencieuse. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'avais haleté, la douleur à mes genoux oubliée alors que je fixais la tache rouge sur la chaussure du milliardaire. Je m'étais relevé péniblement, agrippant d'une serviette. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé, monsieur. J'ai trébuché. J'avais tendu la main pour éponger sa chaussure, la panique pure prenant le dessus. « Ne le touchez pas! » La voix de Pierre avait tonné dans la pièce silencieuse. Il s'était précipité en avant, jouant parfaitement son rôle de gérant horrifié. Il m'avait attrapé par l'épaule et m'avait tiré si fort que j'avais failli tomber de nouveau. « Espèce d'idiote maladroite et incompétente !» avait crié Pierre, jouant devant la foule. Il avait regardé Julien Dupont, son visage un masque d'excuses théâtrales. « Monsieur Dupont, sénateur, je suis mortifié. Cette fille est nouvelle. Elle est clairement ivre. Je vais la faire partir immédiatement. » « Je ne suis pas, » avais-je crié, les larmes me piquant les yeux. « Vous m'avez fait trébucher, Pierre. Vous avez tendu le pied. »« Menteuse !» avait hurlé Pierre, son visage virant au rouge. « Maintenant, vous accusez la direction. C'est ça !» Il avait agité la main vers la porte. « Étienne, venez !» Les lourdes portes s'étaient ouvertes et Étienne, le chef de la sécurité, était entré. Il mesurait 1,90 m et ressemblait à un colosse. Il ne posait pas de questions. Il avait vu Pierre me désigner du doigt et il avait vu le désordre.
On y va, ma belle, avait grommelé Étienne, m'attrapant le haut du bras avec une prise qui me semblait être un étau. S'il vous plaît, non, avais-je supplié, cherchant de l'aide du regard dans la salle. Les invités me fixaient avec un mélange de pitié et de dégoût. J'ai besoin de ce travail. Ma grand-mère, s'il vous plaît, ce n'était pas ma faute. Arrête de faire une scène, avait grogné Étienne, me traînant en arrière, mes chaussures glissant sur le sol. Monsieur Dupont, avais-je crié un appel désespéré, irrationnel, adressé à l'homme dont j'avais souillé les chaussures. S'il vous plaît, dites-leur, je ne l'ai pas fait exprès. Julien Dupont était resté figé. Il n'avait pas bougé depuis l'incident. Il fixait la source rouge sur sa chaussure, puis la femme en pleurs malmenée par le garde de sécurité. Son visage était illisible. Sortez-la par la ruelle, avait instruit Pierre à Étienne, s'assurant que le sénateur l'entendait prendre les choses en main. Et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. J'appellerai la police pour l'accuser de dégradation de biens pour la robe. La police. Mon sang s'était glacé. Si j'étais arrêté, je ne pourrais plus m'occuper de Juliette. C'était la fin. Non, s'il vous plaît, je paierai le nettoyage. N'appelez pas la police. Trop tard, avait ricané Pierre. Étienne m'avait tiré plus fort et mon bras s'était agité. Le mouvement avait fait légèrement craquer ma manche à la couture, et le bracelet en cuir tressé avec le petit charme de colombe en argent s'était détaché. Il avait volé dans les airs, atterrissant avec un doux tintement sur la table, juste à côté du verre d'eau de Julien Dupont. Julien avait regardé le bracelet. Le temps semblait s'être arrêté. Les yeux du milliardaire s'étaient écarquillés. La couleur avait complètement fui de son visage. Sa main, tremblante visiblement, s'était tendue et avait touché la colombe d'argent. Il l'avait retournée. Au dos, usé par 20 ans de frottement, se trouvaient 3 minuscules initiales, J-E-B-L-A-L. À cet instant, l'expression de Julien était devenue différente. J'ai vu un léger frisson le parcourir. Une expression de confusion, puis de reconnaissance, ou peut-être de choc. Le genre de choc qui te secoue jusqu'à l'âme. Pour moi, le monde s'était écroulé. Pour lui, j'avais l'impression qu'un monde venait de renaître. Je le regardais, terrorisé, mais aussi curieuse. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce bracelet? C'était juste un vieux truc que ma mère m'avait laissé. Un talisman. Et maintenant, il le tenait, comme s'il était fait d'or pur. Maman, ici je dois faire une petite pause. Tout ça, cette situation avec M. Dupont, le bracelet, le piège de Pierre, c'était tellement absurde, non? Je veux dire, réfléchissez un peu. Moi, Marie, une serveuse à 2 doigts de l'expulsion, avec une grand-mère malade, et ce bracelet, mon unique souvenir de maman, qui devient la clé de tout. C'est le genre de scénario que tu vois dans les films, mais jamais dans ta vraie vie, surtout quand ta vie, c'est de trimer pour boucler les fins de mois. J'ai toujours été quelqu'un de pragmatique. Ma mère me disait souvent que la vie n'était pas un roman à l'eau de rose. Et elle avait raison. Pour moi, c'était plutôt un thriller d'action, mais sans l'héroïne glamour et les effets spéciaux. Plutôt une version réaliste, avec des factures impayées et l'odeur de la sueur. Et là, d'un coup, ce type, ce milliardaire qui jusque-là était juste une légende lointaine, devient mon père, et il me regarde comme si j'étais la réponse à toutes ses prières. C'est bizarre, comme les dés peuvent être jetés. Comme un simple objet, une babiole sans valeur, peut contenir une histoire de toute une vie, de 20 ans d'absence, de mensonges et de secrets. On ne peut pas prévoir. Jamais. Mais bon, retour à nos moutons, ou plutôt à mes genoux endoloris et à ce regard si étrange de Julien. Julien Dupont s'était levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. On m'en... Un son âpre qui avait fait sursauter tout le monde. Arrêtez! La voix n'était pas une requête. C'était un commandement qui avait fait trembler les verres en cristal. Étienne s'était figé près de la sortie, sa main toujours agrippée à mon bras meurtri.
Pierre, qui s'était incliné en s'excusant auprès du sénateur, avait relevé la tête brusquement. « Monsieur Dupont, » avait bégayé Pierre, « s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de retirer la racaille en ce moment même. » « La racaille ?» La voix de Julien était tombée à un registre terriblement bas. « Enlevez vos mains d'elle, tout de suite. » Il ne regardait pas Pierre. Il me regardait droit dans les yeux, son regard rivé sur mon visage terrifié. Il avait ramassé le bracelet et avait contourné la table, ignorant la sauce sur sa chaussure, ignorant le sénateur, ignorant le monde. Il s'était dirigé droit vers Étienne. Le garde de sécurité, malgré sa taille, avait reculé sous le regard du milliardaire et m'avait lâché. J'avais trébuché, agrippant mon bras, tremblant de façon incontrôlable. Julien s'était tenu à quelques centimètres de moi. Il avait levé le bracelet bon marché et terni. « Où as-tu eu ça ?» avait-il demandé. Sa voix n'était pas de colère. Elle était brisée. J'avais regardé le bracelet, puis l'homme terrifiant qui le tenait. « C'était à ma mère, avais-je murmuré. Elle me l'a donné avant de partir. »« Ta mère ?» avait respiré Julien, ses yeux scrutant mon visage, cherchant au-delà de la fatigue et de la peur. Quel était son nom? Geneviève, avais-je dit, les larmes coulant. Geneviève Dubois. Julien avait fermé les yeux et une seule larme s'était échappée, roulant sur sa joue ciselée. Toute la salle de bal regardait en silence stupéfait. Le requin de Paris pleurait. Il avait ouvert les yeux et la dureté avait disparu. Geneviève, avait-il répété. Puis il avait regardé Pierre et la dureté était revenue, 10 fois plus froide qu'auparavant. « Tu l'as traité de racaille ?» avait dit Julien à Pierre. « Monsieur, elle. » Pierre avait commencé à transpirer abondamment. « Elle n'est pas de la racaille », avait dit Julien, sa voix résonnant dans le hall. « Elle est la propriétaire de cet hôtel. » Le silence dans la salle de bal était lourd, pressant tout le monde comme un poids physique. Le mot « propriétaire » planait dans l'air, résonnant sous les hauts plafonds. Pierre G. avait poussé un rire nerveux et aigu qui ressemblait plus à un étouffement. « Monsieur Dupont, sûrement, c'est une blague. Un malentendu. Cette fille n'est qu'une temporaire. Elle vient de la banlieue. Elle n'a pas... » « Silence !» avait dit Julien. Il n'avait pas crié cette fois. Il n'en avait pas eu besoin. L'autorité émanant de lui était absolue. Julien avait tourné le dos à Pierre et m'avait regardé. Il avait plongé la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking et en avait sorti un portefeuille en cuir usé. Ses doigts, d'habitude si stables pour signer des fusions de milliards, tremblaient alors qu'il en extrayait une petite photographie froissée, protégée par du plastique. Il l'avait tenue à côté de mon visage. Les invités à la table 1 s'étaient penchés. Un halètement collectif avait parcouru le groupe. La photo montrait une jeune femme, peut-être 22 ans, riant sur un voilier. Elle avait les mêmes cheveux blonds, la même courbure de nez et exactement la même couleur d'yeux distinctive et dépareillée, une iris légèrement plus claire que l'autre, que je possédais. À son poignet sur la photo se trouvait le bracelet en cuir tressé avec la colombe d'argent. « C'est Geneviève », avait dit Julien, la voix lourde d'émotion. « Ma femme, elle a disparu il y a 20 ans. Elle était enceinte quand elle est partie. Nous avions déjà choisi un nom pour le bébé. » Il m'avait regardé dans les yeux, cherchant le fantôme de la femme qu'il aimait. « Marie, nous allions l'appeler Marie. » J'avais senti la pièce tourner. Mes genoux, déjà meurtris par la chute, étaient comme de la gelée. Je ne comprends pas. Ma mère m'a dit que mon père était mort. Elle a dit qu'il était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Elle a menti, avait dit Julien doucement, une profonde tristesse submergeant ses traits. Elle a menti pour te protéger et pour se protéger. Pierre, réalisant que sa carrière se désintégrait à la seconde, avait tenté une dernière manœuvre désespérée. « Monsieur Dupont, regardez, même si c'est une parente perdue depuis longtemps, elle a quand même ruiné vos chaussures. Elle a quand même perturbé le dîner du sénateur.
Elle est clairement inexpérimentée et maladroite. Je faisais juste mon travail pour maintenir les standards du Grand Louvre. Julien s'était lentement retourné pour faire face à Pierre. La tristesse avait disparu, remplacée par une rage froide et prédatrice qui avait fait reculer le sénateur dans sa chaise. « Votre travail, avait dit Julien, s'approchant du gérant transpirant, est de gérer le personnel, pas de l'agresser. Croyez-vous que je ne l'ai pas vu? » Pierre avait cligné des yeux, la sueur coulant dans ses yeux. « Voir quoi, monsieur? »« Le pied, avait dit Julien. Je vous ai vu la faire trébucher. » Le visage de Pierre était devenu blanc comme du papier. Je n'ai pas, c'était un accident. J'ai fait fortune en lisant les gens, avait dit Julien, sa voix létale. Je vous ai vu attendre, je vous ai vu sourire quand elle est tombée. Vous avez humilié ma fille pour le plaisir. Julien avait regardé par-dessus l'épaule de Pierre vers le garde de sécurité tremblant. Étienne, et vous l'avez touché, vous l'avez traîné comme un sac d'ordures. Je ne faisais que suivre les ordres, monsieur Dupont, avait bégayé Étienne levant les mains. Assise à cette table en acajou, mes mains à plat sur le bois froid, je me rappelais ce moment avec une clarté troublante. La panique, la colère, le soulagement, mais aussi la douleur lancinante dans mon cœur, cette impression d'avoir été trahi par tout le monde, même par Juliette. C'était trop. Trop de révélations, trop de choses à digérer. Et en même temps, j'étais ici, au cœur de l'Empire Dupont, prêt à affronter cet homme, Jean-Luc Dumas, qui avait manigancé tout ça. Dumas riait. Un rire désespéré, essoufflé. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas juste amener une serveuse ici et... »« Silence !» avais-je dit. Ce n'était pas un cri. C'était un seul mot, prononcé avec une calme autorité absolue. La pièce s'est figée. J'avais la présence de mon père. J'avais hérité d'un peu de cette force. Julien avait tapé sur une petite télécommande posée sur la table. L'écran massif qui couvrait tout le mur nord s'est animé. La vidéo virale de l'agression est apparue, figée sur l'image où Julien criait. « Vous avez tous vu la vidéo que la petite souris d'Arthur a fait fuiter, » avait dit Julien, arpentant lentement la table. « Vous l'avez laissé faire chuter nos actions. Vous l'avez laissé remettre en question mon intégrité. Maintenant, regardons le reste. » L'écran avait changé. C'était de nouvelles images. Elles étaient tremblantes, clairement prises avec un appareil portable, mais l'image était en haute définition. Elle montrait la salle de banquet sous un angle différent, de derrière le pilier de service. Elle montrait Pierre G. debout dans l'ombre. Elle le montrait regardant son téléphone, attendant. Elle se montrait Marie passant avec le plateau. Et puis, au ralenti, elle montrait le pied de Pierre G. qui sortait. Elle montrait le geste délibéré. Les membres du conseil avaient haleté. Madame Leclerc avait couvert sa bouche. La vidéo avait continué. Elle le montrait Julien se levant. Elle le montrait les larmes sur son visage. Elle le montrait réprimandant les gardes de sécurité, pas Marie. Elle le montrait l'étreinte. Et puis l'audio avait été joué. C'était un enregistrement pris à l'intérieur d'une voiture, accompagné d'une image de Pierre gémenotté en pleurs. La voix de Pierre s'était diffusée à travers les haut-parleurs, minuscule mais indéniable. Dumas a dit d'en faire un spectacle. Il a dit que si je te faisais perdre ton calme, la fusion serait morte. Il me payait depuis 5 ans. S'il vous plaît, j'ai les emails, j'ai les virements bancaires. L'audio s'était coupé. La pièce était si silencieuse que l'on pouvait entendre le bourdonnement des disques durs dans le rack de serveur. Tous les yeux s'étaient tournés vers Jean-Luc Dumas. Il transpirait abondamment maintenant, des gouttes coulant sur sa tempe et imbibant son col. Il ressemblait à un animal piégé. « C'est un faux !» avait crié Dumas, claquant son poing sur la table. « Un deepfake, généré par IA. Dupont essaie de me piéger parce qu'il sait que je suis en train de gagner. Nous avons Pierre G. en garde à vue. » « Ma garde à vue, avais-je dit. Ma voix était claire, sonnant avec de l'acier. Je n'avais pas regardé le conseil. J'avais regardé directement Dumas.
Il a tout avoué il y a 1 heure à l'aéroport du Bourget. Il a remis son ordinateur portable, son téléphone et les numéros de compte offshore où vous avez envoyé les paiements. Je m'étais levé. Je n'étais pas grande, mais à ce moment-là, je semblais dominer Dumas. Mon père a bâti cette entreprise sur l'intégrité, avais-je dit, ma voix prenant de la force à chaque mot. Il l'a bâti sur le travail acharné. Vous avez essayé de la démolir avec des mensonges. Vous avez essayé de m'utiliser, ma pauvreté, mes difficultés, comme une arme contre lui. Vous pensiez que je n'étais qu'une serveuse. Vous pensiez que j'étais jetable. Je m'étais penché en avant, mes mains à plat sur la table. Mais vous avez oublié une chose, Monsieur Dumas. Les gens qui servent la nourriture voient tout. Nous entendons tout, et nous savons comment nettoyer un désordre. J'avais regardé autour de la table les membres du conseil stupéfaits. Je propose que Jean-Luc Dumas soit immédiatement révoqué du conseil pour faute grave, sabotage d'entreprise et complot en vue d'extorsion, avais-je déclaré. Et je propose que nous engagions des poursuites judiciaires complètes pour recouvrer les dommages liés à la manipulation boursière. J'avais de nouveau regardé Dumas. Qui est pour? Julien avait levé la main. Lentement, Madame Leclerc avait levé la sienne. Puis l'homme à côté d'elle. Puis les investisseurs. Un par un, chaque main dans la pièce s'était levée. Même les alliés les plus proches de Dumas, sentant le sang dans l'eau et désespérés de sauver leur propre peau, avaient levé la main. Ce fut un vote unanime. Dumas s'était effondré dans sa chaise, vaincu. Il semblait petit maintenant. La grandiloquence avait disparu. Les portes s'étaient rouvertes. Cette fois, ce n'était pas un milliardaire qui entrait. C'était la sécurité. La vraie sécurité, en uniforme et au visage sévère, accompagné de 2 agents fédéraux. Jean-Luc Dumas avait demandé l'agent principal « Veuillez nous accompagner ». Dumas s'était levé en tremblant. Il avait regardé Julien une dernière fois. « Vous ne saviez pas, avait-il murmuré. Vous ne saviez pas qu'elle existait avant hier soir. Vous avez eu de la chance. » Julien avait regardé sa fille, ses yeux brillants de fierté. La chance n'y est pour rien, Arthur. C'était le destin. Alors que les portes se refermaient sur Dumas, le traînant vers un avenir très différent, la pièce avait expiré. La tension s'était brisée. « Et maintenant, Monsieur Dupont ?» avait demandé Madame Leclerc, sa voix tremblant légèrement. « La presse est en bas. Le hall est rempli de caméras. Ils veulent une déclaration sur la vidéo, surtout. » Julien m'avait regardé. Il avait vu le feu en moi. Il avait vu le leadership naturel dont j'avais fait preuve dans la pièce la plus sous pression de Paris. Il avait réalisé qu'il n'avait plus besoin de me protéger. J'étais prête. « Je pense que le PDG, par intérim, devrait gérer la presse, » avait dit Julien, reculant et me désignant. « Je prends un congé sabbatique. J'ai 20 ans d'anniversaire à rattraper. Et j'ai un rendez-vous très important avec une vieille amie nommée Juliette. » Je l'avais regardée, la surprise et l'amour se livrant bataille dans mes yeux. Puis j'avais souri. C'était un sourire radieux et confiant. « Nous avons beaucoup de travail à faire, » avais-je dit au conseil, reprenant ma place. « Mais d'abord, quelqu'un peut-il me trouver les rapports trimestriels et un café, noir? » J'avais fait une pause regardant la porte vide par laquelle Dumas était sorti. « Et assurez-vous que le café soit frais, » avais-je ajouté. « Je connais la différence. » Julien et moi avions marché jusqu'à la fenêtre ensemble, avant que la folie de la conférence de presse ne commence. Nous avions regardé la ville. En dessous, le monde était chaotique, bruyant et rapide. Mais ici, côte à côte, le père et la fille avaient enfin trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter. La paix. La serveuse de la banlieue était partie, Marie Dupont était arrivée. Et cette fois, elle ne se contentait pas de servir la table. Elle la dirigeait. Aujourd'hui, je suis ici, à cette dalle. Le monde tourne vite, encore et toujours. Parfois, je pense que c'était le meilleur truc qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai commis une erreur, que ma place n'est pas ici. Parmi ces tours de verre et d'acier,
Probablement les deux, en fait. La vie est comme ça, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. C'est l'histoire de la femme que je deviens. Et c'est tout ce qui compte.